Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire du partenariat Immigration et résilience en milieu urbain, un partenariat financé par le Conseil de recherche nationale en sciences humaines du Canada. Le webinaire aujourd'hui porte sur la question de la résilience des migrants dans les villes canadiennes, les personnes, les institutions et les politiques. Et en particulier, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir rencontrer des chercheurs qui ont exploré la question des quartiers accueillants et de la résilience. Alors, je vous les présente tout de suite et ensuite, je vous ferai part du prochain webinaire qui sera présenté par le partenariat. Ah, moi aussi, j'ai des problèmes avec mon partage, c'est la journée. Donc, aujourd'hui, la question des quartiers accueillants et de la résilience sera explorée par 4 chercheurs qui ont eu la chance de conduire sur du financement du partenariat et qui ont pu participer aux activités de collaboration en matière de développement des savoirs et d'identification des pratiques. Alors, tout d'abord, on aura une présentation de la professeure Annick Germain de l'Institut national de la recherche scientifique, qui sera suivie par une présentation de la professeure, la docteure Alexandra Charette, qui est à l'INSPQ, ainsi que le professeur Chédly Belkodia à l'Université Concordia. Et notre webinaire se terminera par une présentation de Louisa Véroniste, professeure à l'Université d'Ottawa. Bien entendu, vous pourrez poser des questions tout au long des présentations par le biais du chat ou de la fonction discuter. Et on aura aussi une période pour répondre aux questions à la suite de l'événement. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre prochain webinaire qui aura lieu le 27 octobre 2022 à la même heure, midi 15 à 13h30, sur le thème du déplacement et des réinstallations des réfugiés et des demandeurs d'asile, avec un focus plus particulier sur les services de soutien et la résilience du secteur. On aura la chance de compter sur la professeure Annick Germain de l'Université du Québec en Outaouais, de M. Frédéric Dejean, professeur à l'Université du Québec à Montréal, et de moi-même, Mireille Paquet, professeure à l'Université Concordia. On vous présentera tous des recherches qui ont été réalisées dans le cadre du partenariat et ce sera animé par ma collègue, Madame Louisa Véroniste. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Alexandra Charette et Chédly Belkodia qui vont commencer ce webinaire en nous présentant une recherche inédite. Je vais renvoyer la balle à Annick Germain. Ah oui, pardon, excusez-moi. J'ai proposé à Annick Germain, en fait, de commencer et c'est moi qui vais présenter ces diapos. Oh là là. C'est OK. Alors, bonjour à tout le monde et merci à Mireille de m'aider. D'ailleurs, dès que la première diapo apparaîtra à l'écran, elle pourra déjà passer à la seconde. Alors, je voudrais aujourd'hui rendre compte de l'itinéraire d'une recherche qui nous a conduit à interroger la notion de quartier accueillant pour finir par la remplacer par celle des infrastructures d'arrivée. Cette recherche, comme celle de mes collègues, portait sur l'accueil des nouveaux immigrants dans les années pré-pandémiques, marquées par les arrivées de réfugiés, de demandeurs d'asile, notamment à Montréal. Des années parfois traversées dans certains pays par une certaine hostilité. Mais à l'inverse de mes collègues, la question de l'action des organismes communautaires et des services publics n'était pas au centre de notre propos. Nous voulions avant tout saisir le point de vue des immigrants eux-mêmes et comprendre qu'est-ce que c'était pour eux qu'un quartier accueillant. Mireille, prochaine diapo. Alors, l'enquête en question, nous l'avons lancée à l'automne 2019. Cette étude est subventionnée par le partenariat de recherche sur les quartiers en transition, dans 2 quartiers relativement atypiques comme quartiers d'immigration, mais accueillant néanmoins de grands nombres d'immigrants de différents statuts. Je vous parlerai aujourd'hui surtout du premier de ces 2 quartiers pour faire vite. Saint-Laurent est un arrondissement important de la ville de Montréal, qui représente à peu près 6% de la population de la ville dans son ensemble. C'était jadis une ancienne banlieue autonome au nord de l'île, dont la majorité de la population est issue de diverses vagues migratoires, Liban, Chine, Maroc, Syrie, etc. Oui, Mireille, tu peux changer. Alors, à Saint-Laurent,
nous avons rencontré 17 nouveaux arrivants selon 4 statuts différents. Nous avons rencontré à la fois des immigrants qualifiés, des gens arrivés avec le statut de réfugié, des personnes arrivées avec le statut de demandeur d'asile, mais devenues réfugiés depuis, et des personnes qui sont arrivées avec le statut de demandeur d'asile et qui le sont toujours aujourd'hui, du moins au moment de l'enquête. 2 questions sous-tendaient nos entretiens avec les nouveaux arrivants. Quel lieu trouve-t-il accueillant parmi ceux qu'ils fréquentent dans leur vie quotidienne et à quel type de relations sociales sont associés ces différents lieux. Les entrevues étaient menées à l'aide de cartes pour aider les interlocuteurs à mieux situer les lieux évoqués. Oui, Mireille, tu peux changer. Alors, la question du quartier. Nous interrogions les nouveaux arrivants avant tout sur les lieux dans lesquels ils se sentaient bien et non sur le quartier proprement dit. Mais très vite, nous avons réalisé que leurs propos révélaient une représentation du quartier, non comme une forme limite, mais comme une étendue spatiale, comme support des mobilités. Et je reprends là une distinction proposée par Bernard Montulet en 2005. La forme limite est typique des représentations traditionnelles de l'espace qu'on trouvait en Europe depuis le Moyen-Âge, alors que la seconde est plus représentative des contextes contemporains, fortement urbanisés, valorisant la mobilité. Dans le premier cas, l'espace est vu comme une totalité délimitée et souvent marquée par une relation identitaire et affective de la personne au lieu. Dans le second, la représentation est abstraite et correspond à la succession de lieux que fréquente l'individu. Nos interlocuteurs, souvent, ne connaissaient pas les limites de Saint-Laurent. Certains ignoraient même qu'ils habitaient Saint-Laurent. La plupart se déplaçaient sans difficulté et la distance n'était pas un problème. Le quartier, par ailleurs, ne semblait pas entraver leur processus d'adaptation. Ils s'y sentaient à l'aise et en sécurité. Mireille, la suivante. Au total, les espaces de proximité évoqués étaient vus comme un tremplin pour l'accès à l'ensemble de la ville. Nos interlocuteurs étaient enfin en train de construire un capital de mobilité pour poursuivre leur trajectoire migratoire. Mireille, tu peux changer. Alors que nous finissions les entrevues, nous avons découvert un nouvel ouvrage intitulé Arrival Infrastructure, Migration and Urban Social Mobilities. Une série d'auteurs européens décrivent les manières dont les immigrants arrivent dans un quartier et y trouvent une stabilité, se donnent des points de repère pour poursuivre leur trajectoire. C'est exactement ce que nous étions en train d'observer. Les infrastructures urbaines d'arrivée émergent des pratiques urbaines des nouveaux arrivants et dessinent une géographie qui est propre à chacun. Notre expression des lieux accueillants, voire de quartiers accueillants, était trop calquée sur le discours des intervenants communautaires. Nos interlocuteurs n'évoluaient pas dans une logique d'accueil. Ils fréquentaient des lieux utiles, des lieux fréquentés par tout le monde. Mais ils ont utilisé le vocabulaire de l'accueil pour nous inviter à prendre un café ou pour nous reconduire chez nous. Alors, Mireille, prochaine, quels sont les lieux évoqués le plus souvent? Généralement, les interlocuteurs commencent par évoquer les commerces, surtout les épiceries ethniques. Puis viennent des parcs qu'ils fréquentent souvent en famille. Ensuite viennent des lieux plus typiques, des cadrages que chacun fait du quartier selon sa trajectoire. Très peu de lieux sont décrits comme inhospitaliers et personne ne mentionne d'ailleurs un lieu spécifiquement inhospitalier. Étonnamment, presque aucun lieu de culte n'est mentionné en dépit de nos relances. Certains lieux vont revenir presque systématiquement dans nos entretiens. Mireille, le Centre d'accueil et de référence sociale et économique pour immigrants, le CARI, est le principal organisme communautaire pour les immigrants à Saint-Laurent. Des services sont diversifiés, rejoignent les nouveaux arrivants de différents statuts. Leur aide a donc été précieuse pour rejoindre nos interlocuteurs.
et nos interlocuteurs sont très reconnaissants des services reçus, mais ils en parlent surtout pour les qualités exceptionnelles des agents, ce qui a été décisif pour leur parcours. Par extension, ils aiment aussi fréquenter les parcs qu'il y a autour. Le deuxième lieu, très souvent mentionné, est la bibliothèque du Boisé. Elle semble très appréciée pour les activités et ressources offertes aux familles, mais surtout, Mireille, tu peux changer, enfin on la voit en bas, pour la beauté de son cadre et de ses espaces. On sent la fierté d'habiter un quartier ayant un aussi bel équipement public. Suivante. Très haut dans la liste des lieux mentionnés, il y a enfin et surtout le Tim Hortons près du métro Côte-Vertu. Ce commerce est associé à de nombreuses occasions de sociabilité. On y emmène sa famille, ses amis, on y reçoit à l'occasion des invités, comme par exemple les enquêteurs de l'INRS. À défaut de pouvoir recevoir chez soi quand les logements sont petits ou insalubres, le commerce offre une occasion de recevoir le monde. Le commerce utilise d'ailleurs des vidéos publicitaires qui s'appellent Welcome Home, faisant écho à ces pratiques d'accueil des migrants. En terminant, il faut aussi mentionner le Cégep de Saint-Laurent, que beaucoup ont fréquenté pour les cours de francisation, mais que les immigrants apprécient aussi parce qu'il est fréquenté par tout le monde, y compris par les Canadiens français. C'est aussi un lieu qui accueille les nostalgies, celles des demandeurs d'asile handicapés par leur statut, qui ne peuvent pas étudier, ou ceux qui regrettent l'ambiance d'études qu'ils ont connue chez eux en tant qu'anciens enseignants. Suivante. Les infrastructures de l'hospitalité urbaine sont donc configurées par des subjectivités variées des nouveaux arrivants qui les replacent dans leur parcours migratoire. Et nous notons la place des commerces dans les points de repère qui jalonnent leur parcours. Deux groupes peuvent être distingués parmi nos interlocuteurs suivantes. Merci. Les mobiles et les sédentaires. Parmi les premiers, plusieurs se déplacent en voiture. Leur connaissance du quartier varie, mais ils expriment tous un sentiment de confort dans le quartier. Les sédentaires se déplacent à pied ou en métro et ont une connaissance plus limitée de l'espace urbain. On note aussi plus d'inconfort dans leur appropriation du quartier. Contrairement à nos attentes, les lieux retenus par les immigrants varient peu selon leur statut à l'arrivée. Mais la vision des demandeurs d'asile est souvent moins assurée que celle des immigrants qualifiés qui explorent le territoire avec curiosité. Parmi ces derniers, on retrouve surtout des femmes avec la présence d'enfants. On va passer, merci. Alors, je passe sur McGill, je ne vous en parle pas parce que j'ai moins de temps. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, tu peux passer aussi, Mireille, pour la conclusion. Au total, le quartier, comme infrastructure d'arrivée, tel que vécu par les nouveaux immigrants, est bien différent de celui qui guide les intervenants. Ces infrastructures d'arrivée sont façonnées par la mobilité des nouveaux arrivants, leur parcours intérieur, leur utilisation de l'espace, et ne se définissent pas par leurs frontières. L'arrivée est d'ailleurs saisie comme un processus et non comme un moment délimité dans le temps et dans l'espace. Pour les intervenants, le quartier fait partie de leur action, comme territoire ciblé, comme ancrage de la communauté, ce qui donc diffère de la manière dont les immigrants récents cadrent leur milieu de vie. Certes, pour les immigrants plus anciens, le quartier peut prendre une épaisseur, à l'image du concept de quartier fondateur proposé par Jean Rémy, qui montre comment le quartier d'installation, pour certains groupes d'immigrants, devient un lieu d'articulation entre le pays d'origine et le pays d'arrivée, un lieu de traduction où se négocie l'intégration de la société plus large et l'originalité ethnique. Par exemple, la petite Italie. Ce cas de figure semble moins courant aujourd'hui, car la superdiversité colore de plus en plus de nombreux secteurs de la ville. Nous rejoignons ici une question fort débattue en sociologie urbaine, celle de la place du quartier dans les espaces de sociabilité de l'habitant des grandes villes contemporaines.
Certains, comme François Hacher, constatant son affaiblissement, les citadins organisant leurs activités et réseaux autour du logement et de l'espace de la ville entière, alors que d'autres, comme Jean-Yves Gaultier, estiment qu'ils jouent toujours un rôle structurant dans les relations que nous, les citadins, dans leur vie quotidienne. Nous avions avancé avec Francine Dansereau, il y a longtemps déjà, que pour les immigrants, le quartier fonctionnait plus comme une ouverture sur d'autres fragments cosmopolites de la ville que comme espace de construction d'une identité communautaire. Avec la présente enquête, les lieux du quartier sont pour les nouveaux arrivants des tremplins pour l'accès à la ville entière dans le cadre de leur trajectoire migratoire. Merci Mireille, tu peux passer les deux dernières. Merci beaucoup